Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Pierre Moscovici. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, commissaire européen aux affaires économiques et monétaires, à la fiscalité et à l'union douanière financière. Oui, monétaire, c'est la Banque centrale. Pardon, maintenant. économique et financière, à la fiscalité et à l'union douanière, parce qu'il faut être très très précis. On parle du Brexit évidemment parce que la question que je me posais, c'est pourquoi est-ce qu'il faut saluer ce premier accord sur le Brexit de vendredi? On se dit qu'il faut le saluer parce que déjà on y est arrivé, mais parce que quand on regarde, il tourne quand même un peu à l'avantage des Européens. C'est pas le sentiment que... On ne peut pas, dans une négociation, avoir des gagnants et des perdants. Ce qui est vrai, c'est que les Européens ont deux forces dans cette négociation. La première, c'est leur unité. Quand Michel Barnier négocie, il négocie au nom de la Commission, sous l'autorité de Jean-Claude Juncker, et il négocie au nom des 27. Et jusqu'à présent, cette unité a été absolument sans faille. S'il y avait eu des tentatives des Britanniques de diviser les Européens, je ne crois pas qu'il y en a eu beaucoup, elle n'aurait pas marché. Et la deuxième chose, c'est que nous avons une feuille de route extrêmement claire, et cette feuille de route, c'était: il faut d'abord, avant de parler de toute relation future avec le Royaume-Uni, résoudre les questions qui sont les questions centrales du divorce, autrement dit, quelle est la facture financière? Il y avait des gens assez fous pour raconter aux Britanniques, qui ont été assez fous pour le croire, qu'ils allaient toucher de l'argent de l'Union européenne, alors qu'en réalité, le Royaume-Uni doit de l'argent, il a des obligations financières. Deuxième question, les citoyens européens. Et là, je trouve qu'on a un bon accord, parce que, au fond, rien ne va changer pour les citoyens européens qui vivent au Royaume-Uni, ni d'ailleurs pour les citoyens du Royaume-Uni qui vivent dans l'Union européenne. Et puis, il y avait une troisième question qui était centrale, c'est l'Irlande, qui est un pays divisé depuis une guerre civile qui s'est passée au début du XXe siècle, ne pas rétablir de frontières dures entre l'Irlande du Nord, qui est une partie de la Grande-Bretagne, et l'Irlande du Sud, qui est la République d'Irlande. Eh bien, il fallait en passer par là, c'était long, c'était compliqué. Et sur tous ces points, pardon, mais on y est parvenu. Mais sur tous ces points, l'Europe a obtenu gain de cause, un sentiment que c'est quand même long qui a plié, parce qu'on a été unis. C'est pas une question. Pour les deux raisons que je vous dis, unis avec des principes, et puis j'ajouterais avec un dossier solide. Je prends le dossier financier. Au fond, quelle était notre argumentation? Notre argumentation n'était pas qu'il fallait faire rendre gorge, faire payer, etc. Pas question de ça. C'est simplement, il faut que le Royaume-Uni remplisse ses obligations. Il faut qu'il n'y ait pas un euro de plus que ce à quoi les Européens eux-mêmes se sont engagés qui soit dépensé pour le Brexit. Et de l'autre côté, on ne peut pas demander non plus un euro de plus à la Grande-Bretagne que ce qu'elle doit. Et donc on a fini par parvenir à quoi? Des critères qui sont simplement objectifs. Ce qui est reproduit là... Aucun montant d'ailleurs dans le communiqué final. Aucun montant. On n'a pas eu de montant. Pour une raison simple. J'ai lu une estimation qui était de 45 milliards d'euros, qui était une estimation britannique. Nous ne l'avons pas donné d'estimation pour une raison simple, c'est qu'il ne s'agit pas de dire « ils nous doivent tant », il s'agit de dire qu'ils doivent payer tout ce qu'ils nous doivent en fonction d'un certain nombre de principes. Et l'addition se fera ensuite à la hausse ou à la baisse. Oui, mais on sera aux alentours de 45 milliards d'euros. Encore une fois, c'est la somme à laquelle question qui vous fait terminer ce chèque. Ça doit être l'air du studio, parce que je ne crois pas être enrhumé. Non, c'est juste le montant qui résultera des obligations de la Grande-Bretagne. Mais on sera autour de 45. Parce qu'encore une fois, d'un côté, on a une porte-parole de Theresa May qui dit entre 35 et 40. Je ne veux pas donner de chiffres, c'est un chiffre qu'ont donné les Britanniques eux-mêmes. Mais qui est minoré. Nous n'avons jamais donné de chiffres et nous ne donnons pas de chiffres parce que nous sommes, encore une fois, sur des principes. Et même une fourchette, on n'aura pas une fourchette? Non. Bon, un râteau? Pas de ma part. Un râteau peut-être. Mais un râteau, c'est quand on se plante. Oui, c'est très large. Sur quel point l'Europe a fait des concessions? Parce qu'on a le sentiment, je n'ai pas trouvé vraiment de... Quelles sont les concessions européennes dans ce deal, dans cet accord? Il ne s'agit pas de faire des concessions, il s'agit encore une fois de trouver le bon accord à partir des bons principes. Est-ce qu'avec ce premier accord, on sait désormais si on se dirige plusieurs options possibles, vers le hard Brexit, vers un soft Brexit ou pas de Brexit du tout, ça on y croit un petit peu moins. On a le sentiment que toutes les options restent ouvertes. L'esprit de la recherche d'un accord, c'est bien sûr d'aller vers un Brexit amical, appelons-le soft, harmonieux, dans lequel la Grande-Bretagne et l'Union européenne gardent une relation très forte. Une relation très forte qui est nécessaire parce que la Grande-Bretagne, même hors de l'Union européenne, restera un pays européen. C'est un pays avec lequel nous devons coopérer sur le plan de la défense, on a des intérêts économiques qui sont étroitement imbriqués, c'est un pays profondément européen. Et il y a encore toute une partie de la population qui est vraiment dans cette optique-là. Donc il ne s'agit pas d'avoir un Brexit punitif. Nous visons depuis toujours d'avoir cette relation forte. Mais cette première phase était, pardonnez-moi la lapalissade, une condition sine qua non pour passer à la seconde, c'est-à-dire notre relation future. Elle permet, si je devais résumer, je dirais les choses ainsi. Ce premier succès, laborieux, long, mais indéniable, permet de passer
à la seconde phase, dans de bonnes qui conditions. sera encore plus rude, Seconde qui sera encore plus difficile. seconde phase Vous le savez. qui ouvre toutes les perspectives. L'Union européenne étant toujours dans l'idée d'avoir un partenariat très fort avec le Royaume-Uni. Mais c'est vrai que la balle est, comme toujours, dans le camp des Britanniques, où il peut y avoir des contradictions, ici ou là. Donc des rebondissements sont encore possibles d'ici à mars. Je me garderai de toute spéculation. Je dirais que tout est possible, mais que bien sûr, depuis l'origine, depuis le début, nous, les Européens, nous, l'Union européenne, nous, la Commission européenne, nous travaillons pour parvenir au meilleur accord possible. Ce premier accord, c'était l'hors d'œuvre. On sait que le plan de résistance, il sera beaucoup plus corsé. Vous le savez, même Donald Tusk l'a reconnu. Le défi le plus difficile reste devant nous. Les relations futures commerciales, je ne sais plus qui a utilisé cette formule que je ferai volontiers même, c'est la fin du début. Ouais, c'est la fin du début, exactement. Et c'est pas le début de la fin. Oui, il ne faut pas l'espérer. La version définitive de l'accord de retrait doit être prête pour octobre 2018. C'est ce que dit Michel Barnier, le négociateur. Oui, je vous dis, nous avons une feuille de route très précise. Est-ce que ce délai est jouable alors qu'il a fallu comme 8 mois pour accoucher, donc cette première phase de négociation, qui était encore une fois les appetizers. La première phase de négociation n'était pas totalement déconnectée de la pensée sur la seconde. C'est-à-dire qu'on savait qu'elle autorisait. Et à partir de ce moment-là, on connaît les grands sujets. Il y en a un, par exemple, qui a été évoqué publiquement et qui est bien connu, c'est la conclusion d'un accord commercial. Michel Barnier a parlé d'un accord commercial comparable à celui que l'Union européenne a avec le Canada, c'est-à-dire quand même assez étendu, avec des relations très proches. Donc maintenant, on passe sur quelque chose qui est beaucoup plus de la construction. Il faut respecter le délai. Pourquoi ? Parce qu'après, il faut faire ratifier l'accord. Il faut qu'il y ait une ratification parlementaire au Royaume-Uni. C'est pas forcément simple parce qu'il faut trouver une majorité. On a vu, vous savez, l'accord avec Mme May, il était préparé depuis le début de la semaine. Enfin, il était préparé depuis longtemps, mais il devait être signé au début de la semaine. Elle est venue à Bruxelles une première fois, et puis là, ses partenaires du DUP, parce qu'elle dépend d'un petit parti unioniste irlandais, mais imaginez qu'il peut y avoir aussi des hard Brexiters qui s'organisent. Donc il faut trouver les conditions politiques. Ça existe. Hein. Il faut quand même qu'il y ait derrière des ratifications parlementaires, démocratiques. C'est la raison pour laquelle, en effet, il faut terminer en octobre. Il n'y a pas d'alternative à ça. Je pense que c'est possible, mais pour ça, il faut que l'esprit d'une relation forte souffle des deux côtés. Du côté européen, il est toujours là. Ouais. Allez, autre sujet dont on voudrait parler avec vous, Pierre Moscovici, évidemment la liste noire de l'Union européenne des paradis fiscaux. Il y a cette interview que vous avez donnée la semaine dernière à France Info, vous avez affirmé qu'il n'y a pas de paradis fiscaux au sein de l'Union européenne. Je sais que vous la maintenez, mais elle fait débat, et quand on entend l'ONG Oxfam qui dit que si on avait appliqué les critères de la Commission européenne aux pays européens, on aurait eu l'Irlande, on aurait eu Malte, on aurait eu les Pays-Bas qui seraient sur cette liste noire. Et je sais que vous maintenez votre affirmation, mais il y a des pratiques fiscales qui doivent vous déranger, vous, l'homme de gauche, quand on voit que Nike, Apple paye en Irlande et aux Pays-Bas 0,2% d'impôt sur les sociétés. Je vais essayer de clarifier. Quasiment zéro. Je sais que chaque fois que je prononce cette phrase qu'il n'y a pas de paradis fiscal dans l'Union européenne, je me prends une bordée d'insultes sur les réseaux sociaux. Je m'en fiche parce que ce sont des gens de mauvaise foi qui écrivent ça et qui ne comprennent rien. Je ne parle pas d'Oxfam. Je parle de tous ceux Répondez à Oxfam, ça vous Je vais répondre à Oxfam. D'abord, cette liste, je veux le dire au passage, je vais la défendre pour ce qu'elle est. Ça n'est pas la liste de la Commission, c'est la liste des États membres. Absolument. Et c'est eux, les ministres des Finances, qui doivent être responsables devant les Français, les Européens, de ce qui a été décidé. Mais je considère, en effet, que le processus dit de screening, c'est-à-dire de dialogue avec les pays tiers, a été solide, et deux, que c'est un excellent début, parce que tout de même, c'est la première fois qu'on a une liste, et que non seulement on a une liste noire, mais on a une autre liste qui m'intéresse peut-être davantage encore, c'est la liste grise des 47 pays qui ont pris des engagements, parce que c'est là, au fond, s'ils tiennent leurs engagements, ils sortiront de toute liste, s'ils ne tiennent pas leurs engagements, ils passeront sur des listes noires. Et dans la liste grise, vous avez tous les usual suspects, tous ceux dont on parle d'habituels, et donc qui ne sont pas sur la liste noire, parce que ils ont pris des engagements précisément. Alors, je reviens à l'Union européenne, parce que c'est un vrai sujet. Oxfam dit clairement que si on appliquait les critères de l'Union européenne, on aurait encore une fois Malte, Pays-Bas, Irlande, Luxembourg qui seraient dans cette liste, dans cette blacklist. Je voudrais qu'on fasse une vraie distinction. Un paradis fiscal, c'est un pays qui, de manière systématique, systémique, est organisé pour la fraude, pour l'évasion fiscale ou pour l'optimisation fiscale. Voilà des définitions politiques. Définitions plus techniques sur les critères. Quels sont-ils ? 1. Échange automatique d'informations, comptes bancaires, rescrits fiscaux, etc. 2. Appliquer les mesures dites BEPS de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Et 3. Ne pas avoir de taux zéro, ne pas tendre vers un taux zéro. Alors, si je reprends, il faut que les 3 critères soient cumulatifs. Cumulatifs, c'est quand même important. Il ne coche pas les 3 cases. Il ne coche pas les 3. Mais non seulement il ne coche pas les 3 cases, mais il ne coche
aucune case. La dernière. Non, alors, j'y viens. Il y a le facial et il y a le réel. Mais j'y viens. C'est-à-dire que, disons ça, je dis en effet, il n'y a pas de pays dans l'Union européenne qui ressemble à Panama, par exemple, qui est sur la liste des paradis fiscaux, qui ressemble à Trinidad et Tobago. Ce ne sont pas des paradis fiscaux dans ce sens-là. Et d'ailleurs, je pense qu'on ne leur rendrait pas service en ignorant que le Luxembourg, par exemple, a appliqué l'échange automatique d'informations, l'Irlande aussi, qu'il n'y a plus d'accord de double imposition. Et donc, il y a quand même des problèmes. Alors, hyper agressif qui choque les opinions. Mais moi, il me choque le premier. Vous avez parlé d'hommes de gauche et de commissaires. Disant ça, je le dis avec fermeté, je ne donne aucun quitus aux pays de l'Union européenne. Je dis juste, ils ne sont pas des paradis fiscaux au sens de la terminologie internationale. Ce sont des pays dans lesquels il peut exister des pratiques fiscales qui sont répréhensibles et qu'on doit combattre. Je vais prendre 4 exemples, si vous me donnez. Exemple, Île-de-Man, qui est une dépendance de la couronne, ou Malte. Là, j'ai lancé moi-même une procédure d'enquête sur des pratiques en matière de TVA pour les yachts ou les yachts privés. Et croyez-moi, si on ne me répond pas, il y a une enquête, il y aura des infractions, il y aura des amendes. Deuxième exemple, vous avez, c'est vrai, des pratiques qui font que les taux d'imposition effectifs, ceux qu'on paye, ne sont pas les taux d'imposition réels. Ils sont bien proches de zéro. Ils sont bien proches de zéro. Alors, que fait la Commission européenne? 2 choses, parce qu'on n'est pas inactif. Ma collègue Margrethe Vestager, vous parlez d'Apple, elle a dit que payer 0,05%, parce que c'est le cas d'Apple, c'est une aide d'État, et à tel point d'ailleurs que maintenant, on vient de provisionner les 13 milliards d'euros, ce qui prouve quand même que c'est pris au sérieux par tout le monde, y compris par les Irlandais. Donc là, voilà, nous refusons les taux d'imposition effectifs à zéro. Et puis, deuxième démarche, c'est une démarche plus politique, c'est la mienne. Vous évoquiez Nike. Nike, équipementier sportif, ne paye pas d'impôts, pratiquement pas aux Pays-Bas, parce qu'ils utilisent une législation qui s'appelle CVBV, qui permet de passer en dessous des radars du fisc. Je dis que cette législation, qui est prohibée désormais par la directive contre la fraude et l'évasion fiscale que les Pays-Bas ont signée. Donc ce texte va disparaître. Simplement, une directive, ça prend du temps à être mis en œuvre, ça doit être d'ici à 2020. Je dis aux Pays-Bas, et avec beaucoup de fermeté, n'attendez pas 2020. C'est maintenant qu'il faut le faire. Donc, vous voyez la distinction que je veux faire. Nous ne sommes pas indulgents avec les pratiques illicites ou immorales dans l'Union européenne. Inacceptable. Inacceptables. Nous les combattons et cette commission est particulièrement active contre cela. Et j'accepte là le concours de toutes les ONG, de tous les médias. Tout cela ne doit pas durer. Mais pour autant les qualifier de paradis fiscal, je crois que ça créerait une confusion qui ne permettrait pas de lutter efficacement contre ces pratiques. En même temps, comment une liste noire donc de 17 pays sans sanction, où il n'y a pas de sanction, en quoi elle est efficace pour lutter contre la fraude? Ça peut faire ricaner certains, vous comprenez ça? Non mais une liste encore une fois, ce n'est pas ma liste. Je dis qu'on l'appelait la liste Moscovici, pas du tout. Mais la liste Moscovici, elle serait plus fournie, la liste noire Moscovici. Il y en aura certains qui étaient en gris. Si la commission avait fait cette liste, ce ne serait probablement pas la même. Mais je n'ai pas à dire quelle elle serait. Je constate celle des États membres et je répète que c'est quand même une très bonne base. C'est un très bon départ. C'est une première, il ne faut pas la négliger. Mais il y a 2 points à suivre maintenant. Il y a les engagements. Et là, il ne faut pas être mou. Il faut que dans 6 mois, on sache qui fait quoi, qui s'est engagé. Celui qui ne s'est pas engagé, plutôt celui qui s'est engagé et qui ne tient pas sa parole à temps, celui-là doit passer sur la liste noire. Mais de manière impitoyable. On peut très bien rester sur la liste noire. La liste noire, vous savez, on est dans le name and shame aujourd'hui. On est dans le name and shame. La liste noire, je vous passe les coups de fil que je peux recevoir de tel ou tel. C'est très désagréable d'être sur une liste noire parce que ça crée des problèmes de confiance, ça crée des effets réputationnels. Mais, et c'est la deuxième chose, on ne peut pas se contenter uniquement du processus de listing. Il faut qu'il y ait des sanctions, et des sanctions crédibles. Et j'appelle ici les États membres, parce que c'est encore eux, à prendre des sanctions nationales, coordonnées et fortes. L'Union européenne, elle va prendre ses propres sanctions. Je vais prendre un exemple de ce que moi je crois que nous devons faire, nous les Européens. Je parle à l'échelle de l'Union, je ne parle pas à l'échelle des États membres. Je souhaite qu'aucun fonds européen, aucun financement d'une banque européenne, je pense à la BEI, je pense à la BERD, ne transite par un paradis fiscal. Ça ne veut pas dire qu'on va cesser d'aider les populations. Je pense par exemple à la Tunisie. Bon, la Tunisie, j'espère qu'elle sortira vite de cette liste. Elle n'a pas vocation à rester. Pour la Tunisie, pour la présence de la Tunisie dans la liste noire. Des engagements surtout. Non, c'était un peu plus compliqué que ça. Je vais être tout à fait ouvert ici. Ce n'est pas une question d'amitié ou de... C'est juste que la Tunisie est un pays qui connaît une transition démocratique difficile et qui est une phase de développement complexe. Et ce que j'ai voulu dire,
c'est que nous allons continuer à être aux côtés de la démocratie tunisienne, la jeune démocratie tunisienne. Nous allons continuer à aider le peuple tunisien. Je suis commissaire aux affaires financières, c'est aussi moi qui gère les programmes d'assistance macro-financière. Il est hors de question de pénaliser un peuple parce qu'il y a des pratiques compliquées. Donc je parle de transiter par les centres financiers. Et je note que la Tunisie a pris des engagements trop tardifs, incomplets. Et mon message, c'est que s'ils sont... C'est évolutif. C'est évolutif. Et ça a été dit au Conseil ECOFIN. Tout le monde est conscient que ce pays-là, qu'il fasse ce qu'il a à faire et ça ira mieux. Alors, encore un sujet. C'est un cas à part. Encore un sujet, bien sûr, que je voulais évoquer avec vous, Pierre Moscovici. Hier ont été lancés, c'est important, les premiers contrats à terme sur le Bitcoin. C'est pas n'importe qui, c'est le premier marché à terme du monde, Chicago Board of Options and Exchange, la monnaie virtuelle qui a fait donc hier ses premiers pas en bourse, sans accroc. Est-ce que justement cette introduction, enfin cette entrée, on va dire plutôt en bourse du Bitcoin, ça lui confère une forme de légitimité, une forme de crédibilité alors qu'elle est hyper sulfureuse et que... Je ne veux pas intervenir sur des phénomènes de marché. Ce que je dirais, c'est que pour le moment, à la Commission européenne, nous regardons ça avec quelques distances, avec un peu de scepticisme, parce que nous ne voyons pas quels sont les fondamentaux. Nous ne pensons pas que ces monnaies-là soient des monnaies alternatives aux grandes monnaies qu'on connaît, notamment l'euro. Et nous pensons qu'il y a là des aspects... disons de bulles ou spéculatifs, que nous regardons avec beaucoup de distance. Donc, pour le moment, je dirais que c'est un phénomène que nous observons. Il ne s'agit pas de le mépriser, de le négliger. Je vois que ça prend une certaine ampleur, mais pas non plus de le surestimer, d'avoir une concurrence, de le prendre au sérieux. Et surtout, moi, ce que je crains... Vous ne le prenez pas au sérieux pour l'instant? Pas comme alternative monétaire. Crédible. Et ce que je crains, c'est encore une fois, quand vous n'avez pas un vrai sous-jacent et que les taux de croissance sont de combien ? 1000% en 2 ans, là où on a connu par le passé, pour atteindre 1000% de hausse, il a fallu 10 ans, que ce soit sur les marchés actions ou les marchés immobiliers. Là, on l'a atteint en 2 ans. Et qu'est-ce qui se passe à la fin, quand on a fait 1000% sur les marchés immobiliers? Si l'histoire se répète, Si l'histoire se répète, mais l'histoire... Elle bégaye. Quand même, oui, alors Marx disait, la première fois c'est une tragédie, la deuxième fois c'est une farce. Non, mais l'histoire monétaire ou l'histoire de la spéculation, on sait comment elle se finit toujours. Donc c'est une bulle, donc le Bitcoin est une bulle qui finira par crever. Je ne veux pas du tout être arrogant là-dessus, je vous parle d'un point aujourd'hui. Quand je dis que nous le reprenons avec distance, ce n'est pas dire que nous le prenons avec mépris, ce n'est pas dire que nous le négligeons, ça veut dire que nous l'observons avec quelques prudences, et en pensant que ça pourrait se terminer, que ça pourrait se terminer en correction. C'est un phénomène qui est exagérément exubérant. Exagérément exubérant, pour faire référence à l'exubérance irrationnelle d'Alan Greenspan. C'était mal terminé. Parce qu'encore une fois... Vous avez tout à fait compris. Ouais. Exubérant. Voilà. Mais vous avez du mal à le qualifier. Parce qu'il y a des gens qui croient à ça, parce qu'il y a des phénomènes. Et parce que aux États-Unis, 13 millions de particuliers américains. Ça n'est pas à moi, depuis là où je suis, à qualifier, à disqualifier cela. J'exprime simplement le fait que pour le moment, nous n'y voyons pas une alternative monétaire et que nous avons quelques interrogations sur le sous-jacent réel de tout cela, avec une crainte que cela soit en effet un mouvement exubérant. Et qui se termine mal. Nous verrons. Je ne souhaite jamais que les choses se terminent mal. Moi, je suis un optimiste et un vrai bienveillant. Bon, mais juste, comment expliquer cette folie, n'empêche, quand après on change de sujet, mais la folie, encore une fois, qui s'est emparée du Bitcoin, que tout, ça donne pas, encore une fois... Vous avez rappelé ce que disait Alan Greenspan, les exubérances sont souvent irrationnelles. Ouais. Bon. Mais nous vivons dans des époques pas toujours rationnelles. Non, mais cette volonté d'avoir encore une fois une devise qui soit déconnectée, encore une fois, qui ne soit pas régulée, mais ça fait aussi peut-être partie de ce mouvement dégagiste, de méfiance des institutions, de leur lourdeur. Et donc c'est aussi pour ça que je me garde de tout jugement, parce que on est peut-être en train de changer d'époque, nous verrons. Donc des questions de régulation, d'interdiction, comme on a pu le voir en Chine. D'un côté, on a la Chine qui a interdit le Bitcoin, de l'autre côté, on a le Japon qui le déclare comme moyen légal de paiement. Il n'y a pas une position aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, il y a toujours besoin de régulation, à un moment donné. À un moment donné, ok. Dernier point, juste on finit là-dessus. C'est cette histoire de fonds monétaires européens. La Commission qui vient de proposer donc, de créer en 2019 un FME, donc pour venir en aide aux pays européens qui pourraient plus se financer sur les marchés. Il y a déjà un truc qui existe en zone euro, c'est le mécanisme européen de stabilité. Donc qui existe, qui fonctionne déjà à peu près bien. La seule différence, ce serait la gouvernance, ça serait donc contrôlé par le Parlement et non plus par les gouvernements. Deux grosses différences. La première, c'est qu'il faut renforcer ce fonds monétaire, ce MES. C'est plutôt une idée des Allemands au départ, le MES. Après, je ne fais pas de la gestion. L'idée, ce serait de donner au MES un statut consolidé
pour devenir notre outil de gestion des crises sur notre continent. Si un jour devait se reproduire une crise à la portugaise, ou à la grecque, ou à la chypriote, ou à l'irlandaise, on sait bien qu'on ne pourrait pas compter pour l'éternité sur le Fonds monétaire international, parce que lui-même considère qu'il a été trop loin dans ces affaires-là. Je souhaite que le Fonds monétaire international reste avec nous jusqu'au bout dans la solution de la crise grecque d'ici cet été. Deuxième différence, il pourrait être ce qu'on appelle le backstop du fonds de résolution bancaire. Nous avons besoin d'un point d'appui, d'une garantie qui permette d'étayer le fonds de résolution bancaire que nous avons mis en place dans le cadre de l'union bancaire, dans l'hypothèse où telle banque viendrait à avoir besoin d'argent pour être résolue. Là, on irait prendre l'argent des actionnaires, les créanciers, et les déposants au-delà de 100 000 euros. Oui, et donc on aurait il y a un backstop, c'est-à-dire au cas où on a vraiment une sécurité, on en a besoin. Donc le MES, pour nous, devrait remplir ces deux fonctions complémentaires. Et ça, c'est une nouveauté qui justifie la transformation au Fonds monétaire européen, parce que ça devient l'outil de droit commun de gestion des crises dans l'Union européenne. Mais il y a une deuxième différence, c'est la gouvernance. Pour nous, la Commission européenne, ça ne doit pas rester un instrument purement intergouvernemental. Donc il doit y avoir un contrôle démocratique sur le MES, qui suppose qu'il y ait en effet une intégration dans les traités. On ne peut pas avoir un outil aussi important qui reste totalement intergouvernemental, qui ne procède que d'un traité intergouvernemental. Il faut aller plus loin. Et plus loin, c'est l'intégration. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment qu'on introduise la démocratie dans la gestion de l'euro. Mais les Allemands perdront du poids. Enfin, ils auront moins de poids sur leur voix sera équivalente pour le coup. Ce contrôle démocratique ne sera pas l'essentiel. Pour l'essentiel, le MES restera ce qu'il est avec ses règles de gouvernance au quotidien. Mais on ne doit pas avoir peur de la démocratie. On a trop eu peur de la démocratie dans la zone euro. C'est ce qui fait que cette zone euro, parfois, a pu effrayer ou être rejetée. Je souhaite vraiment que demain, on ait davantage de démocratie dans la gestion de la zone euro. C'est aussi la raison pour laquelle je souhaite toujours un ministre des Finances de la zone euro, un budget de la zone euro. Qui pourrait être vous d'ailleurs. Et un Parlement. Ça, on verra. Je ne suis pas en train de faire des plans sur la comète. Je serais déjà très heureux si notre plan d'intégration de la zone euro et de démocratisation de la zone euro aboutit. Ça suffira à mon bonheur pour le moment. Bon. Pour le moment. Merci à vous. Merci. Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et financières, à la fiscalité et à l'union douanière, était votre invité, donc l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.